Donc bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Luc Martin de Andrade. Je serai l'animateur. Je suis le président de UNIT, qui est une ESN d'environ 150 personnes, et de Nexiu, qui est un think tank dont l'objet est une réflexion sociétale liée à l'accélération des technologies, notamment des NBIC. Bienvenue à tous dans ce deuxième webinaire sur le sujet du cloud et notamment du cloud de demain. On en a fait un qui a évoqué surtout d'abord ce qu'est le cloud et surtout la convergence de l'informatique aux télécommunications pour arriver à un certain nombre d'outils et d'applications qui ont bouleversé nos vies. Aujourd'hui, cette convergence va beaucoup plus loin, puisqu'on arrive à interconnecter des plateformes data. Il y a énormément de flux, des milliards d'objets connectés. Il va y avoir, là, il y a une accélération exponentielle de toutes ces connexions. Et puis maintenant des humains. Et donc, on va aborder tout ça avec trois experts. Le premier, Thierry Berthier, que vous voyez, et qui est chercheur en IA, en cybersécurité et en cyberdéfense, qui publie énormément, vous pouvez le voir, et qui intervient dans beaucoup de webinars. Le deuxième, c'est Jean-Louis Fraisse. Jean-Louis Fraisse est un docteur en pharmacie industrielle et qui a mal tourné puisqu'il a basculé dans l'informatique. Et il est cofondateur de Next Step Santé, qui est une structure pour la prise en charge des patients à domicile, et de Bot Design, qui est une structure qui développe des logiciels à base d'intelligence artificielle à destination du monde médical dans un environnement sécurisé. Et Antoine Couret, donc, qui est président, cofondateur du Hub Francia. Le Hub est une instance nationale dont l'objet est d'essayer d'apporter des sources de financement pour la filière intelligence artificielle. Et il est président d'Aleia. Là, on est vraiment au cœur du sujet, puisqu'il s'agit d'une plateforme cloud, intelligence artificielle, avec un framework donc, pour pouvoir développer les algos, tester sur des données massives, et puis des applicatifs métiers, le tout dans un environnement souverain. Voilà, donc merci messieurs de venir participer à ce webinaire. Je vais demander à ceux qui ont le micro ouvert de bien vouloir le couper, s'il vous plaît. Voilà, alors nous allons aborder dans un premier temps le sujet des plateformes et des data. Dans un second temps, je vous propose d'aborder l'aspect flux et de device, et on terminera un peu pour parler de l'avenir et des fictions. Et puis, si vous avez des questions, naturellement, on va les relayer. Alors, ma première question adresse Antoine Couret. Est-ce qu'Antoine, on peut dire que si le cloud aujourd'hui est utilisateur de l'IA, demain, l'IA sera une actrice majeure du cloud, et que la convergence cloud-IA conduira à une petite révolution? Oui, bonjour. Luc, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour à tous. Effectivement, on voit très clairement que ces marchés de l'informatique en général sont en pleine transformation, à la fois avec le cloud et avec l'intelligence artificielle, le cloud ayant de fait démarré un petit peu plus tôt. Pour répondre et alimenter un petit peu le débat, en gros, le marché du cloud mondial a à peu près doublé depuis 3 ans, enfin 4 ans plus exactement, et va doubler encore d'ici 2025. En gros, on est passé plus ou moins de 200 milliards à 400 milliards au niveau mondial, et on va arriver à peu près sans doute autour de 600-700 milliards de dollars d'ici 2025. Et en parallèle, on voit que l'IA, enfin en tout cas les logiciels liés à l'intelligence artificielle vont atteindre aussi à peu près 200 milliards de dollars d'ici 2025. Donc on voit que les deux marchés sont en train de progresser en parallèle, avec, disons, les logiciels d'IA qui représenteront à peu près un tiers du marché du cloud. Enfin, c'est on top du marché du cloud, mais on voit que les deux, d'un point de vue économique, sont assez liés. Après, si on va sur des sujets plus technologiques,
évidemment, l'essor de l'IA a été lié également à l'essor du cloud, puisque ça a permis d'avoir accès à des ressources de calcul qui étaient avant, disons, cher ou accessible plutôt à des grands ou très grands acteurs, et que ça, c'est encore en train de largement évoluer. Si on prend un exemple très concret, aujourd'hui, quand on va faire du deep learning, un GPU type Tesla 100 de NVIDIA va coûter autour de 15 000 ou 20 000 euros, ce qui, pour des grandes entités, n'est pas forcément très cher, mais pour démocratiser l'arrivée de l'IA, évidemment, un coût d'entrée important, d'autant plus qu'en général, un seul GPU ne suffit pas. Donc, le fait effectivement que l'évolution du cloud permette d'avoir accès maintenant, ça c'est l'accès à des GPU de ce type-là, est in fine relativement récent, hein, puisqu'elle va dater, disons, de 1 ou 2 ans, et permet évidemment une démocratisation de l'accès à des ressources informatiques de façon assez massive, et change de fait les possibilités ouvertes à l'utilisation, notamment de l'intelligence artificielle, que ce soit lié au machine learning ou au deep learning. Pourquoi ça change? Parce que, comme je disais auparavant, ces ressources-là étaient, en gros, avant la panacée de grandes organisations, hein, informatiques ou de grandes institutions mondiales, et qu'aujourd'hui, maintenant, ça peut être quasiment accessible en un clic à peu près à n'importe qui. Alors, pas complètement à n'importe qui, mais quasiment, et pour des coûts, disons, très raisonnables. Pour donner un exemple très concret, hein, typiquement l'été dernier, sur des sujets autour du véhicule autonome, on a entraîné un GAN, donc un réseau Generative Adversarial Network, donc un réseau qui vient contrer un autre réseau de neurones pour créer des images, une sorte de fake images, mais là, ce n'est pas pour faire des fake news, hein, c'est vraiment dans un souci industriel. Voilà, en gros, on a entraîné 2 réseaux. Ils ont tourné pendant 48 heures sur des GPU type Tesla 100. Ça nous a coûté 500 euros. Bon, on n'a pas non plus fait des trucs énormes, mais pour tester, pour tester des réseaux de ce type-là, c'est un coût quand même qui est très accessible. Bon, il faut les compétences qui vont autour, mais c'est un coût qui est très accessible et qui évite d'avoir à acheter, je crois qu'on en a fait tourner 4 en parallèle. Le coût d'accès, si on n'avait pas eu ça en cloud, aurait été de 60 000 euros, 4 Tesla 100 à 15 000 euros. Donc évidemment, cette évolution parallèle des 2 technologies, c'est-à-dire l'accessibilité des ressources informatiques d'un côté et la capacité des intelligences artificielles à se développer en machine learning ou en deep learning, permet évidemment d'apporter, d'imaginer en tout cas des nouvelles voies d'utilisation des données. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, parce que parfois, c'est pas toujours pris en compte, mais ça devient de plus en plus, y compris autour des initiatives, autour de type GPI, donc le Global Partnership on AI, la prise en compte également de l'impact disons, énergétique du cloud, puisqu'aujourd'hui, l'informatique mondiale doit représenter à peu près 12% de l'impact environnemental mondial, donc ce qui est à peu près, ça doit être entre 6 et 10 fois plus que la France. On parle beaucoup de la France, mais l'informatique n'est pas neutre non plus. Et c'est clair que les nouvelles, si on veut donner aussi un petit peu de perspective, l'impact du Green IT, qui est une tendance en train de monter, et en train de monter aussi autour du cloud, va être quelque chose qui va être très intéressant à suivre et qui va offrir aussi des possibilités de développement, des développements intéressants. Alors bon, ils ont eu quelques soucis techniques il n'y a pas longtemps, mais OVH était notamment très précurseur sur ces sujets-là.
notamment avec le water cooling qui est en place chez eux depuis je pense, quasiment une dizaine d'années. Donc ça, c'est quelque chose qui est également intéressant. Et puis, vous avez peut-être vu également le développement récent d'un data center immergé, développé en commun avec Naval Group, je crois, pour avoir un impact énergétique qui est encore plus bas. Voilà, tout ça pour dire qu'effectivement, les évolutions à la fois du cloud et de l'IA sont très liées d'un point de vue économique. Euh, et puis également dans l'ouverture et la mise à disposition de ressources qui permettent de développer pas mal d'applications qui étaient avant extrêmement coûteuses et sans réel retour sur investissement. Merci Antoine. Alors, pour basculer un peu sur les données, bon, naturellement, les données vont être de plus en plus massives. Donc, on a assisté à une accélération exponentielle des objets connectés. Est-ce que, Jean-Louis, dans le domaine de la santé, on n'a pas un risque de multiplication des biais? Voilà, comment peut-on maîtriser la qualité de ces données? Bonjour à tous, ravi d'être parmi vous. Alors, évidemment, dans la santé, on a aujourd'hui de plus en plus d'algorithmes et beaucoup de données. Quand on avait préparé cette session, on avait aussi parlé de l'arrivée des données avec les objets connectés, parce que évidemment, on est de plus en plus connectés. Donc, une première question qu'on peut se poser dans la génération des données par des objets connectés, c'est est-ce que ces données vont tourner en local ou est-ce que ces données vont aller quelque part dans le cloud ou ailleurs? Et ça, on l'a vu, c'est quelque chose que les utilisateurs, qu'on peut être tous, les patients dans le cadre du Covid-19, ça a été, les gens étaient très l'application Tous Anti-Covid en est la démonstration et toutes les applications d'ailleurs de contact tracing. Donc évidemment, aujourd'hui, les gens se posent la question, est-ce que mes données, elles vont rester en local sur mes appareils? Est-ce que du coup, les algos qui permettent de travailler sont sur mon appareil ou est-ce que tout ça est dans le cloud? Après, il y a une deuxième notion qui est évidemment, comme tu le disais, Luc, la qualité des données générées par ces dispositifs médicaux. Mais du coup, la qualité des données générées, elle va être aussi liée à la qualité de ces outils connectés. Et donc, ces outils connectés, on va devoir vérifier qu'ils sont fiables. Et c'est pour ça que dans le domaine de la santé, un certain nombre de ces outils connectés ont le statut de dispositif médical. C'est l'équivalent du médicament en termes de statut. Je prends juste un exemple. Quand on regarde aujourd'hui l'utilisation des podomètres, on se rend compte que les podomètres, c'est quelque chose qui est extrêmement important aujourd'hui parce qu'on le sait, l'activité physique est importante, c'est de la prévention, ça concourt à la santé globale. Et on se rend compte que la majorité des podomètres du marché, ils ont été testés par un certain nombre de scientifiques éminents, eh ben, ils ne sont plus fiables au-delà de 65 ans. C'est-à-dire que le nombre de pas mesurés, c'est plus le bon. Alors, vous allez me dire, le nombre de pas, c'est pas très grave, parce que si on a 10% en général, les biais, c'est plus de 10%, mais même quand on est 20% de biais sur le nombre de pas, c'est pas très grave. Sauf que ça pourrait se transposer à d'autres outils. Et donc, il faut être très très vigilant à la qualité des données générées par ces outils connectés. Après, il y a une autre notion aussi dans la santé qui est importante pour nous, c'est de bien vérifier que la personne qui les renseigne est la bonne personne. Parce que si l'outil numérique qui va générer des données, et derrière, il est conduit à prendre des décisions qui vont avoir des effets sur votre santé. Vous imaginez bien que si ce n'est pas vous qui avez renseigné l'outil numérique, peut-être qu'il va vous donner des informations ou des directives à prendre sur votre santé qui ne seront pas les bonnes. Donc, du coup, aujourd'hui, on est très attaché à la vérification de l'identité et entre autres se développe à la vitesse grand V les solutions telles que France Connect de manière à être sûr que c'est bien la bonne personne. Alors après, du coup, évidemment, aujourd'hui aussi, dans la santé, quand on parle avec des associations de patients, quelquefois, le cloud, c'est un peu nébuleux
pour eux. Et donc, du coup, il faut être très précis sur l'information de manière à gérer la confiance des utilisateurs. Alors après, il y a une autre notion qui est très importante aussi, c'est qu'en termes de biais, les données massives dans la santé font tourner des algorithmes, bien évidemment, qui vont, entre guillemets, restituer des indications qui vont être valables pour une majorité de patients. Sauf que quand on a un patient devant nous, lui, ce qu'il veut, ce n'est pas une information ou un diagnostic qui est donné par une intelligence artificielle basée sur des données pour le plus grand nombre, mais il veut que ce soit de l'information qui est pour lui, qui s'applique à son cas unique. Et donc, ça pose toute la question du traitement des données dans le big data, de manière à ce qu'on vérifie qu'elles soient bien applicables à la personne individuelle. Et ensuite, évidemment, et je m'arrêterai là, cette sécurité, cette représentativité des données, ça pose la question de où sont entraînés les algos et d'où viennent ces algos. Parce qu'on sait qu'en France, une des grandes questions aujourd'hui, c'est le statut de la donnée de santé. Donc, bien sûr que la donnée de santé doit être strictement protégée et encadrée, mais il ne faut pas pousser le bouchon pour qu'on arrive à des situations où on ne pourrait plus entraîner d'algos. Sinon, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, sinon, on sera obligé d'utiliser des algos qui seront ultra développés en Chine ou aux États-Unis ou dans des endroits où les gens sont très efficients dans ce domaine. Et du coup, non seulement on va perdre de la compétitivité industrielle, ce qu'on ne souhaite pas, mais en plus, les modes de vie des Américains ou des Chinois ne sont pas forcément les mêmes et des algos qui seraient entraînés sur des populations ou des données issues de populations qui n'ont pas les mêmes habitudes ou ne se comportent pas comme nous, eh ben, pourraient poser des problèmes, je dirais, d'application chez nous. Donc, il faut être très, très, très vigilant sur ces sujets-là. On pourra en reparler si vous le souhaitez. Oui, là, tu viens d'évoquer un sujet éthique comme étant de nature à ralentir le développement économique et le développement de nos algorithmes. Mais il y a le sujet pendant qui est la sécurité. Et là aussi, si on va se protéger ou trop se protéger, est-ce qu'on ne va pas à un moment donné, on ne risque pas de figer nos développements? Thierry, est-ce que finalement les datas, c'est un endroit où peuvent circuler les virus plus facilement qu'ailleurs? Tu as ton micro qui est pas allumé, Thierry. Voilà, donc bonjour à tous pour cette invitation. Merci Luc pour cette invitation. Donc ta question sur la sécurité, oui, j'y souscris complètement. Le cloud sans sécurité, ça va être compliqué en fait. On s'aperçoit dans toutes les démos des démos de conférences cyber depuis 2 ou 3 ans qu'il y a de plus en plus d'attaques qui sont centrées sur le cloud. Et même sur, tout à l'heure Antoine parlait du calcul as a service, de l'IA sous la forme de service, eh bien on s'aperçoit qu'il y a des attaques aujourd'hui qui ciblent ce type de service. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, est-ce que c'est sur les données elles-mêmes? Ça peut l'être. Hein. Aujourd'hui, on peut tout à fait concevoir des attaques qui visent à polluer un dataset pour ensuite influencer un processus d'apprentissage, par exemple, ou influencer un modèle qui va être construit par la suite. On peut imaginer des capteurs hein, qui sont eux-mêmes tout faits, où on envoie de la donnée qui va être orientée ou qui va être de la fausse donnée pour tromper un système. Il y a eu des démonstrateurs qui ont été faits sur notamment les données de ADSB, de trafic aérien. Donc là, c'est vraiment de l'attaque sur des grands volumes de données et on peut corrompre de la donnée à l'origine. Après, la partie sécurité, elle se fait aussi pas que sur la donnée, elle se fait aussi sur les modèles statistiques. Et à la dernière conférence Black Hat, la toute dernière, en août dernier, il y a une équipe qui a montré qu'on pouvait attaquer quasiment tous les systèmes qui sont commercialisés aujourd'hui d'IA as a service, donc par tous les grands éditeurs américains et tous les grands offreurs de solutions cloud. On peut attaquer ces systèmes-là
avec un jeu d'entrée-sortie pour pouvoir reconstruire le modèle qui est derrière, qui est proposé dans le service. C'est-à-dire qu'on peut rétro-ingénierer le modèle qui n'est pas public pour le coup, et ça constitue une attaque, ça constitue un vol aussi de propriété intellectuelle finalement d'un modèle qui est derrière. Donc l'évolution des attaques sur le cloud, elles évoluent très vite, elles sont traditionnellement associées aux problèmes d'authentification, aux problèmes d'usurpation d'identité aussi, aux problèmes de gestion des accès, de gestion des droits, qui sont des problèmes classiques en cybersécurité, avec parfois des mots de passe ou des choses comme ça qui sont trop faibles et une forme d'hygiène qui n'est pas au rendez-vous chez les utilisateurs du cloud. Mais on peut tout à fait élargir ça à d'autres domaines. Voilà. Merci Thierry. Donc là, on va passer au sujet des devices et des flux entre devices. Et Jean-Louis, lors de notre réunion préparatoire, tu évoquais les pompes insulines externes interconnectées, les pacemakers. Donc, on voit bien la puissance applicative là, de ce genre de connexion. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça fonctionne? Alors, avec plaisir. Donc, aujourd'hui, c'est des sujets sensibles, tout ça. Parce que si on prend le cas, par exemple, d'une pompe à insuline ou un pancréas artificiel, comment est-ce que ça marche? On a des solutions qui mesurent le taux de sucre, donc la glycémie dans le sang. Et par rapport à ce taux de sucre dans le sang, eh bien, à un moment donné, le pancréas artificiel ou la pompe externe à insuline va être amené à délivrer des doses d'insuline de manière à éviter que la glycémie monte trop vite. Donc, on voit que c'est extrêmement sensible puisque la glycémie et puis le diabète, c'est les comas diabétiques, c'est un certain nombre de choses comme ça. Donc, vous imaginez bien que c'est des dispositifs médicaux, là pour le coup, qui doivent être très très fiables. Je reviens après globalement sur les enjeux. Deuxième exemple, c'est le pacemaker. Le pacemaker, il est implanté, il va mesurer régulièrement la fréquence et le rythme cardiaque. Et il y a un algo qui va tourner et en fonction des résultats de vos constantes biologiques cardiaques, s'il y a repérage d'une anomalie, on va envoyer un courant électrique qui va proposer au cœur, ou du moins demander au cœur de repartir avec le bon rythme et la bonne fréquence. Donc, on voit évidemment que c'est extrêmement sensible. On voit aujourd'hui apparaître aussi les exosquelettes. Donc, c'est de plus en plus à la mode pour des gens qui ont perdu des membres, par exemple, on pourra en reparler, et qui vont réagir à des influx nerveux. On voit bien que ces sujets-là doivent être extrêmement maîtrisés. Le pacemaker, n'oublions pas que les présidents américains n'ont jamais de pacemaker. Pourquoi? Parce qu'on a la trouille que avec une cyberattaque, les mots sont peut-être pas bons, Thierry, tu m'en voudras pas, mais en tout cas, on puisse s'immiscer entre guillemets, sur le logiciel qui est intégré au pacemaker et qui gère les décharges électriques. Et là, évidemment, on pourrait aller jusqu'à des solutions compliquées. J'aime bien cette idée aussi, enfin, ou cet exemple des pompes à glycémie externe. Vous savez, les gens qui ont ces pompes à glycémie externe, les hommes les portent à la ceinture en général, les femmes aussi, si elles en ont, ou à la bretelle de leur soutien-gorge. Et donc, du coup, cette pompe, elle est reliée au corps par un petit cathéter qui injecte cette insuline. Et en plus, comme ce sont des algorithmes qui, entre guillemets, calculent des moyennes. Eh bien, si la personne, elle va faire un repas un peu plus copieux ou un peu moins copieux, ou si elle va faire du sport, elle va avoir une petite solution pour pouvoir injecter elle-même de l'insuline supplémentaire. Et donc, évidemment, tout ça, c'est des portes d'entrée pour des attaques et pour des hackages. Et on a eu, par exemple, avec les pompes à insuline, l'exemple de gens qui, dans des aéroports, ont été piratés
avec des injections de doses d'insuline. Ça a été réglé maintenant puisqu'on a augmenté la sécurité, c'était il y a 4 ans, avec des augmentations intempestives d'insuline. Donc, on le voit bien, l'utilisation de ces outils demande de la fiabilité, demande de la sécurité, et c'est pour ça que toute la notion d'agrément et de certification de dispositif médical a été renforcée, et que justement en mai 2021, après un an de retard, puisque la loi impliquait que les dispositifs rentrent en jeu en juin 2020, une nouvelle loi sur les dispositifs médicaux s'applique, et même si avant les logiciels étaient intégrés dans cette démarche et étaient vérifiés de près, ils le seront encore plus. Et donc aujourd'hui, nous, tous les logiciels chez BotDesign de prédiagnostic et de suivi qu'on met en œuvre vont être validés dispositifs médicaux. Et croyez-moi qu'il y a une validation des algos extrêmement sensible, et on sensibilise aujourd'hui tous nos utilisateurs, comme le disait Thierry, à une hygiène du digital, parce que le problème, c'est, je disais tout à l'heure, comment est-ce que je suis sûr que la personne qui se connecte à l'outil est bien la bonne? Comment je suis sûr, ou du moins j'encourage la personne à ne pas mettre des mots de passe avec le nom de son épouse, sa date de naissance, ou je ne sais pas trop quoi. Et donc, du coup, ça, c'est un enjeu majeur pour la multiplication de ces outils à distance et de ces données qui vont être captées, et qui servent bien sûr à nourrir les algos d'intelligence artificielle qui sont à l'origine de la distribution de la quantité d'insuline ou du chocage que pourra mettre en œuvre le pacemaker. Donc, c'est très, très sensible. Apporte-moi une précision, les algos sont embarqués dans le device, les algos ne sont pas dans le cloud. Et non, alors donc dans le cas présent, là, les algos sont embarqués sur le device, bien sûr, mais justement, ça pose la question, je le disais tout à l'heure, de où est-ce que vont les données, parce que évidemment, on a toujours le couple données-algo, et l'important, c'est bien de savoir où il est Alors et comment il se justement, comporte. ça tombe bien parce que je vois que Francis Gonzalez pose une question sur la souveraineté et évoque le fait que nos données sont embarquées sur des plateformes qui peuvent être en Chine ou aux États-Unis. Donc, Antoine, peux-tu nous expliquer, toi, tu diriges une plateforme souveraine, on est bien dans le sujet. Comment ces données sont-elles exploitées sur les plateformes et comment est-ce qu'on peut arriver à les sécuriser, à avoir des plateformes souveraines? Oui, je voyais qu'effectivement la question arrivait aussi dans le chat. Oui, c'est clair que cette souveraineté numérique, elle est au cœur du sujet. Juste peut-être un petit peu avant pour compléter ce que présentait Jean-Louis, puisqu'on discutait en préparant ce webinaire. Il y a le sujet effectivement de la collecte quelque part des données à partir des devices connectés et de leur exploitation. Mais quand Jean-Louis dit que les algos sont embarqués, il y a aussi le sujet des données d'entraînement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour préparer des algos, il faut des données d'apprentissage. Et de la même façon, ces données doivent être sécurisées et correspondre à la population locale, entre guillemets, pour garantir le fait que les algos soient les plus pertinents pour les personnes qui utilisent des devices connectés. De fait, évidemment, encore plus dans le domaine des données de santé, mais c'est vrai également dans la cybersécurité, c'est vrai également dans le véhicule auto. C'est dès qu'on va embarquer des algorithmes dans des devices, voire des voitures ou des trains autonomes, il y a la nécessité de garantir la chaîne complète de traitement, de stockage et de transformation des données. Donc aujourd'hui, quelque part, c'est une des fonctionnalités que proposera la plateforme Aléa, c'est-à-dire à la fois garantir le fait que les données sont bien stockées dans des environnements souverains, mais sont également exploitées
de façon, alors ça peut paraître un peu conceptuel, mais également de façon souveraine, au sens où donc il y a deux grands sujets. Il y a le sujet de l'apprentissage des algorithmes, donc être sûr que les jeux de données qui permettent l'apprentissage sont cohérents avec la population qui utilisera les algorithmes, comme le disait Jean-Louis, hein, en termes d'âge, en termes de culture, en termes de type de population, en termes disons, de physiologie pour les sujets de santé. Hein. Les physiologies ne sont pas les mêmes suivant les continents. Donc, il y a toute la partie de l'apprentissage et également toute la partie d'exploitation. Donc, exploitation des données, des traitements qui doivent garantir évidemment une certaine éthique, et, ça c'est clair, mais également être cohérent avec l'utilisation qui doit en être faite. Et donc là, c'est également une des fonctionnalités proposées par l'IA pour garantir toute la traçabilité des traitements qui sont réalisés à partir de ces données. Et cette traçabilité permet aussi de garantir une sorte de souveraineté, au sens où à partir du moment où on sait qui a travaillé sur tel ou tel sujet, telle ou telle donnée, qui a appliqué tel ou tel traitement, ça garantit le fait que ces traitements sont cohérents avec la finalité de l'usage lié à la fois aux données et aux algorithmes. On pourra peut-être revenir après sur le sujet de minerais numériques ou de matières premières numériques que cite Francis Gonzalez, qu'est l'Europe aujourd'hui pour les autres continents. Alors Thierry, j'ai eu très peur moi quand j'écoutais Jean-Louis, parce que si demain j'ai un pacemaker ou une pompe à insuline, Jean-Louis nous a expliqué que ça peut être facilement piraté. Alors comment est-ce qu'on sécurise ces devices? Alors, donc c'est pas facile en fait, hein, parce que quand vous avez un produit, un objet à 15 $ ou 10 €, c'est compliqué de lui inclure, de lui incorporer un antivirus avec les bonnes mises à jour. On comprend que c'est compliqué. Donc, en fait, il y a plein de stratégies qui sont différentes les unes des autres. Il va y avoir un certain nombre de normes pour les objets connectés à mettre en place. La Commission européenne travaille d'ailleurs là-dessus. Tout dépend en fait de la taille et puis de l'importance de l'objet connecté. Un objet connecté, ça peut commencer avec un petit bracelet connecté à 10 € et ça peut aller jusqu'au super porteurs de containers de plusieurs milliers de tonnes qui sont testés aujourd'hui par la Chine. Donc, ce sont des porte-containers téléopérés où il n'y a plus d'équipage dessus, et qui vont être transocéaniques et qui vont être téléopérés depuis la base. C'est-à-dire que l'équipage reste à la base, ne prend pas la mer, et c'est l'objet connecté qui fait la traversée tout seul. Donc voilà, un énorme objet connecté. Donc on comprend qu'il y a dans l'échelle, évidemment, cet objet-là, il va falloir le sécuriser. À l'intermédiaire, on a nos voitures aussi qui deviennent des gros objets connectés avec beaucoup d'entrées aussi potentielles de hacking. Nous, je sais on intervient dans un master de cybersécurité chaque année où on montre en radiofréquence comment est-ce qu'on peut très facilement, par exemple, tromper une voiture moderne, notamment rien que sur la pression des pneus, les capteurs entre le pneu et la voiture. Aujourd'hui, il y a plein de manips qui peuvent être faits. Et avec du matériel pour moins de 20 €, on peut tromper le détecteur de pression de ta voiture, Luc, en lui envoyant une fausse pression avec une attaque intermédiaire, hein, en lui envoyant une fausse pression, soit de surpression, soit de sous-pression, en créant des alertes comme ça, et donc qui potentiellement peuvent poser un problème de sécurité. Après, si tu roules en sous-pression, qu'on te dit tout va bien, c'est un souci. Donc on voit qu'il y a toute une gamme de sécurisation à mettre en place, et il est vrai que plus l'objet est bon marché, petit, et finalement à grande distribution, plus le challenge est compliqué, sachant que ces objets-là, non seulement peuvent faire l'objet d'attaques en direct,
mais peuvent aussi être, et ça c'est le revers de la médaille, peuvent être recrutés dans des botnets pour ensuite mener des attaques, par exemple de DDoS, sur des cibles. C'est-à-dire qu'on a vu aujourd'hui des très grosses attaques botnet où on fait converger, on commence par recruter un réseau d'objets qui sont zombifiés et on fait converger des requêtes à partir de ces objets sur une cible en amplifiant les demandes, etc. Et on se retrouve avec des attaques à plusieurs terabytes par seconde sur des sites qui peuvent être institutionnels. Et c'est très compliqué après pour mitiger ces attaques, pour se contrer ces attaques, parce qu'on a recruté des caméras de vidéosurveillance qui ne sont pas sécurisées, on a recruté des réfrigérateurs connectés qui sont mal sécurisés, on a recruté des systèmes de distribution d'aliments pour les poissons, par exemple, qui sont mal sécurisés. On peut recruter comme ça dans l'ensemble des objets connectés une masse énorme d'objets et en prendre le contrôle et s'en servir pour mener des attaques ciblées de type DDoS sur des cibles. Et on peut même créer un business là-dessus, après en demandant une rançon. On peut aussi vendre des attaques sur étagère. Aujourd'hui, une attaque DDoS comme ça, à partir d'un botnet d'objets connectés, ça coûte $60, pas plus. C'est disponible sur étagère. Il n'y a pas besoin d'être un champion en développement pour la mettre en œuvre. Donc, on voit que c'est effectivement un vrai problème aujourd'hui et que ça concerne de petits objets jusqu'aux gros objets. Bon, ben c'est un peu inquiétant tout ça. Si finalement, pour $60 ou 60 €, tu peux acheter un virus que tu peux filer à ton voisin, dès l'instant que tu as décidé de lui embêter la vie, il n'y a plus qu'à, quoi, pour pas cher. Et donc, alors si on parle un peu d'avenir et un peu de fiction, bon, Elon Musk a créé Neuralink pour interconnecter le cerveau avec les devices. Bon, les transhumanistes imaginent qu'on va pouvoir télécharger nos cerveaux dans des ordinateurs et vivre de façon éternelle, se déplacer autour de la planète à la vitesse de la lumière. Jean-Louis, jusqu'à quel point c'est réaliste tout ça? Alors, juste avant de parler de ça, en une seconde, la représentativité des données, c'est quelque chose de très important. Vous savez qu'en France, il y a un sujet toujours qui revient sur la vente de ces données de santé. Donc aujourd'hui, on n'a pas le droit de vendre ces données de santé, on en est usufruitier. Bon, c'est le prolongement de la corporalité, je ne vais pas sur ces sujets-là. Il ne faut pas y revenir. Et c'est d'ailleurs très dangereux. Pourquoi? Parce que demain, si on vendait nos données issues de notre corps, eh ben, on pourrait penser que les vendraient en majorité des gens qui ont le plus besoin d'argent. Or, en France, statistiquement, les gens qui ont le plus besoin d'argent sont les pauvres et sont les plus malades. Et on voit bien que dans ce cas-là, si on entraînait des algos sur des données peut-être qui auraient été vendues et qui concernaient des populations très pauvres et très malades, eh ben, on n'aurait pas un entraînement correct, représentatif du donné de santé, de la donnée de santé, de l'état de santé des Français. Donc, c'est des sujets sur lesquels il faut être très prudent et sur lesquels il faut être vigilant. Alors après, sur la partie transhumanisme et sur qu'est-ce que pourra être demain. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que pourra être demain? On ne le sait pas vraiment. En tout cas, on sait ce qui n'était pas possible hier et on sait ce qui devient possible aujourd'hui. Alors, je parlais tout à l'heure des exosquelettes. On voit qu'on fait remarcher des gens, alors évidemment, appareillés. Enfin, quand, je ne peux pas en témoigner, bien sûr, parce que ce n'est pas mon cas, mais quand on est cloué sur un fauteuil roulant, pouvoir, entre guillemets, retrouver une stature verticale avec un exosquelette qui obéit à des flux neuronaux, je pense que c'est absolument génial. On est aujourd'hui sur des éléments, sur des technologies qui permettent, dans certains cas très précis, de redonner une partie de la vue à certains patients. Et là, on peut dire que c'est des choses qui sont absolument géniales. Alors après, dans aussi ce qui est augmenté, on peut aussi parler du médecin augmenté ou du chirurgien augmenté, puisqu'aujourd'hui, avec tous les outils de simulation, on est capable de préparer des interventions chirurgicales pour une personne donnée, pour un enfant donné, par exemple, et le chirurgien,
il sait absolument par où il va passer, par où il va cheminer dans le ventre de l'enfant, par exemple, ce qui permet d'avoir des interventions chirurgicales beaucoup plus rapides et beaucoup moins douloureuses parce qu'on est beaucoup moins invasif. Et puis aussi, il y a toutes ces technologies d'intelligence artificielle qui permettent de faire de la simulation et qui permettent de dire jamais la première fois sur un patient. Moi, quand j'ai appris à coudre, quand j'étais tout jeune, eh ben, évidemment, je l'ai fait aux urgences, je me souviendrai toute ma vie, sur une jeune dame. Bon, je ne sais pas si j'ai été extrêmement sympathique ce jour-là. Aujourd'hui, ça, c'est des choses qu'on l'on fait de moins en moins. Et je pense que ben, on est quelque part des soignants augmentés. Alors après, on a évidemment, dans toutes ces technologies, l'arrivée des jumeaux numériques. Alors, on ne va pas faire un cours sur le jumeau numérique ici, on pourra répondre à des questions, mais en tout cas, par exemple, le jumeau numérique permet de reproduire à grande échelle des organes, par exemple des foies, et au lieu d'aller tester les effets secondaires des médicaments sur des humains en direct, on va les tester sur une reproduction numérique de ces foies et on va pouvoir simuler l'effet secondaire d'une molécule sur le foie, sur le rein ou autre. Et je rappelle que dans ce domaine, il y a un mois, donc c'est tout récent, la FDA aux États-Unis a donné l'autorisation d'un test de médicaments dans de la recherche clinique sur un jumeau numérique. Vous savez que dans la recherche clinique, habituellement, il y a au minimum 2 bras. Un bras où on teste la molécule sur le groupe et un groupe teste entre guillemets neutre et on va vérifier si c'est plus efficace ou moins efficace. Et ce test neutre sur les gens neutres, il est fait sur un jumeau numérique. Donc ça, pour moi, c'est de la recherche augmentée, mais alors au niveau extrêmement important. Et on a vu aussi, il n'y a pas très longtemps, les premières capsules les premiers médicaments encapsulés avec une petite puce qui vont permettre de suivre l'observance du traitement, puisque dans certains cas, il est très important de voir si le patient a ingéré le médicament lorsqu'il n'est pas complètement conscient de ses actes ou qui d'ailleurs ne voudrait pas les prendre, ce qui pose des questions éthiques aussi, parce que est-ce que moi je veux qu'on suive absolument l'observance de mes traitements? Ça, je ne le sais pas, ça pose des questions éthiques, mais en tout cas, on voit que ces petites adaptations du médicament, eh ben, permettent de suivre son cheminement dans le corps. Alors oui, augmenter des choses, faire des choses aujourd'hui qu'on ne faisait pas, éthique, on l'a dit. Bon, on peut-être bien sûr, mais on est quand même encore au niveau 0 et qu'au niveau humain, je dirais l'intégration des émotions et l'adaptation de l'intelligence artificielle à des situations médicales ou psychologiques particulières, on est encore loin d'y être. Donc, ça n'est pas qu'un rêve, mais je pense que oui, ça n'est pas qu'un rêve, mais on n'a pas encore tous les éléments pour aller très loin. J'en suis convaincu. Alors, on va zoomer un peu l'aspect souveraineté, Antoine. Le sujet qui est évoqué par Francis, que Thierry Berthier vient d'évoquer aussi sur le chat. Et en plus, le fait de ne pas être souverain, si par exemple, toutes les plateformes étaient interconnectées entre elles, on pourrait avoir le big border pour nous contrôler, nous surveiller. Quand on voit à quel point les États peuvent se transformer en mini-dictature, n'y a-t-il pas un danger? Et qu'est-ce que la souveraineté aussi, en contrepartie, c'est que ça limite aussi ça enferme nos datas et donc ça limite nos capacités d'entraînement des algorithmes. Alors jusqu'à quel point faut-il être souverain ou pas, etc. C'est clair que souveraineté sans performance ou sans économique ne pourra être une souveraineté comme ça, ne pourra être clairement durable à moins de mettre l'Europe avec une certaine distance et donc un retard technologique possible. En revanche, quelque part, la souveraineté
ne s'arrête pas uniquement au fait de maîtriser les données ou les stockages de données ou la création des algos, mais va bien embrasser aussi toute cette partie d'apprentissage algorithmique. Si on prend le jumeau numérique ou les tests cliniques que citait Jean-Louis, il est clair que c'est aujourd'hui, quand on veut mettre en place un médicament, les autorisations sont différentes. Enfin, les deux grandes organisations, hein, que ce soit la FDA aux États-Unis ou c'est quoi, l'EDA en Europe, ouais, ont leurs propres procédures, etc. Mais les tests cliniques doivent être réalisés en partie localement. Donc, si typiquement on prend du retard sur des jumeaux numériques en Europe, on risque d'avoir aussi un retard sur les développements d'un point de vue santé. D'ailleurs, sur ce point-là, il nous a peut-être pas échappé que ce système avait racheté il y a ça va faire 2 ans ou 3 ans, l'entreprise Medidata pour un montant assez conséquent, permettant justement d'aller également sur du chemin numérique 3D dans le domaine de la santé. Et donc, clairement, cette souveraineté passe également par un niveau technologique européen qui doit être ou en tout cas redevenir sur le sujet du numérique à l'état de l'art, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Après, par rapport juste avant de revenir sur des choses assez pragmatiques, par rapport à ce que tu introduisais, Luc, sur ce côté d'homme entièrement interconnecté, etc. Je pense qu'il y a 2 sujets un petit peu aux extrêmes qu'il faut prendre en compte. Le premier, c'est que d'abord, aujourd'hui, on est déjà interconnecté. Pas sur tous les domaines, mais déjà sur un certain nombre de sujets. Pardon. Et donc, quelque part, il ne faut pas en avoir peur. En revanche, il faut savoir le gérer ou le piloter ou l'encadrer, ce que vous voulez. Quand je dis qu'on est déjà tous interconnectés, voilà, tout le monde va sur Google ou autre pour avoir de l'information. Tout le monde, il y a quand même 2 milliards de personnes sur Facebook, quelques centaines de millions sur Instagram, etc. Et aujourd'hui, on voit bien que notamment le domaine de la connaissance passe par ces domaines-là. Et c'est là où on peut y voir un certain nombre de biais, parce que l'accès à la connaissance, Google n'est pas toute la connaissance, néanmoins, beaucoup de monde passe par là pour augmenter sa connaissance. Quitte à arriver après sur des sujets, sur des zones potentiellement plus neutres, ou en tout cas avec des autocontrôles type Wikipédia, ou de la médiation, si on va sur le sujet médical, comme Doctissimo, même si voilà, ça peut être challengé. Mais en tout cas, ce contrôle autour de la connaissance est quelque chose d'important. Mais aujourd'hui, je vais vous donner un exemple très concret. Certains de mes enfants qui sont plutôt au collège, en gros, me disent c'est plus sexy d'apprendre l'anglais sur TikTok qu'en cours. Donc, c'est parce que c'est ludique, ça marche. Potentiellement, j'ai de l'autotraduction, et donc si j'ai des mots qui me manquent, ça va plus vite, etc. Après, est-ce que l'anglais de TikTok est au canon, n'est pas au canon, est cohérent avec la culture européenne, etc. Ça, j'en sais rien. Ça n'empêche que l'expérience utilisée est visiblement plus sexy. Et donc, effectivement, on est déjà connecté, on est déjà hyper connecté, mais ça nécessite effectivement de s'y habituer et de voir quelle maîtrise on a autour. Au deuxième extrême, c'est clair, je vais dire exactement l'inverse, on n'est pas hyper connecté. Au sens où aujourd'hui, si je reprends ce que disait Jean-Louis également, si je prends les avancées actuelles, y compris les plus grosses avancées de l'intelligence artificielle, si je prends la robotique,
aujourd'hui, la robotique qui commence à être relativement développée, Jean-Louis me corrigera, mais la robotique, c'est majoritairement des sujets mécaniques. Le sujet mécanique dans le cerveau doit représenter, si je prends les estimations de l'Institut du cerveau, ils ont entre 10 et 12% de l'activité du cerveau. Donc, même là où on est le plus avancé, quelque part en IA, on est quand même sur une zone extrêmement limitée des capacités du cerveau humain. Et je parle que du cerveau, hein. Je ne parle même pas de l'ensemble du corps humain avec le deuxième cerveau au niveau du microbiote, etc. Et puis, donc aujourd'hui, in fine, on n'est pas si connecté que ça, ou en tout cas, au plus profond de nous-mêmes, on n'est pas très, très connecté. De la même façon, si on va sur les sujets de perception, la perception déjà des objets reste encore limitée. Hein. Déjà, pour atteindre la pertinence de l'œil humain, quand on veut faire du véhicule autonome, c'est l'exemple que je vous citais tout à l'heure, ben voilà, réussir à savoir ce qu'est un objet, comment il est positionné dans l'image, en termes de position relative, de position absolue, de vitesse, etc., est quelque chose qui est encore extrêmement complexe à réaliser par des outils d'intelligence artificielle. Et c'est là où, effectivement, on voit que le mode d'apprentissage et le mode de connexion des données doivent passer par d'autres moyens, type jumeaux numériques, pour aller plus vite. Donc, pour revenir à ta question, Luc, désolé de cette digression un peu longue, mais je pense qu'effectivement, il faut ce sujet de souveraineté passe effectivement, c'est un peu comme la pyramide de Maslow de la souveraineté, passe évidemment par la maîtrise du basique, c'est-à-dire là où j'habite, en gros là où je pose mes données, comment je maîtrise ces environnements-là, etc. Mais passe également par la nécessaire, disons, souveraineté technologique, donc avoir des niveaux d'investissement en Europe qui permettent d'être au meilleur niveau technologique pour l'exploitation des données, parce que bon, c'est sympa, hein, on peut prendre nos données, les héberger au bon endroit, faire en sorte que personne n'y accède pour ne pas être gêné, éviter qu'il y ait 533 millions de comptes Facebook qui soient piqués, etc. So what, si on met les données et qu'in fine, on ne l'utilise pas parce qu'on est européen et qu'on ne veut surtout pas les partager, ben, ça risque d'avoir un impact économique qui est pire que le fait de pouvoir les exploiter. Donc, je dirais que cet aspect souveraineté doit être bien lu sur la donnée, doit être bien lu dans une vision globale d'une souveraineté technologique qui nécessite d'associer également une accélération au niveau de l'Europe sur le niveau technologique qui peut être atteint dans d'autres continents. Ça me fait, alors juste, je voulais passer sur l'aspect robotique avec Thierry, mais avant, je vois la remarque de Francis sur le Health Data Hub et justement le fait que les données de santé soient sur Microsoft. C'est un débat qu'on a déjà eu, Jean-Louis. Jean-Louis, Antoine, vous voulez, ou même Thierry, vous voulez apporter encore un commentaire là, sur cette décision du ministère de la Santé par rapport à la souveraineté? Moi, je voudrais en dire deux mots parce que c'est un sujet qui me tient très à cœur. Donc, évidemment, on ne peut être que pour la souveraineté européenne dans les données parce que, évidemment, les données, j'aime à le dire, hein, c'est vraiment un patrimoine au même titre que la terre, la mer, l'espace. Et ce patrimoine-là, il faut qu'on le maîtrise, c'est évident. Bon, le HDH aujourd'hui est hébergé chez Microsoft, chez Azure. Je le redis quand même, avec toutes les conditions de sécurité qui sont nécessaires et en accord avec la loi française, puisque Azure est à l'agrément hébergeur de données de santé. On peut aller le vérifier sur le site de l'Agence du numérique en santé. Si ces décisions ont été prises il y a quelques années d'aller chez Azure, il y a 2 ans, c'est parce que en Europe, malheureusement, nous avions la capacité sûrement de stockage, mais pas de calcul qui allait bien avec ces données. Maintenant, aujourd'hui, j'espère qu'on va être capable de rapatrier, tel que l'a dit le ministre, et j'en suis le premier content, toutes ces données en Europe, même si aujourd'hui, je précise qu'elles sont stockées en Europe. Le problème n'est pas le stockage de la donnée. Le problème, c'est que ce serait que
le gouvernement américain y a accès dans le cadre d'eux. Si elles sont chiffrées, normalement, il n'y a pas de souci, pour un peu qu'ils n'aient pas les clés de chiffrement. Après, sur la souveraineté numérique, moi, j'ai été très affligé par l'incendie d'OVH, vous avez vu, hein, qui a quand même fait poser un certain nombre de questions. Donc oui, il faut rapatrier les données avec une souveraineté européenne qui va bien. J'espère qu'on aura la capacité de le faire en Europe, eu égard aux investissements qui ont été pris ces 10 dernières années. J'espère qu'on aura la capacité de le faire dans les 2 ans. Alors, souveraineté en Europe, Thierry, je pense que tu auras 2 mots à dire à propos de Gaia X, parce que je vois que tu apportes un commentaire. Et enchaîner, donc tu auras en même temps le mot de la fin, mais pour parler un peu de robotique, parce que finalement, les robots peuvent aller là où les hommes ne peuvent pas aller. C'est ce que fait Shark Robotics, que tu connais bien, ou intervenir en soutien de l'homme au quotidien, c'est ce que fait Kinova. Ils peuvent aussi intervenir dans la sphère pro comme la sphère privée ou militaire, hein, Kalachnikov, que tu connais aussi bien comme sujet, Thierry. Donc, ils peuvent être autonomes ou pilotés par une plateforme cloud. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Alors, d'abord, sur la partie souveraineté, moi, je vais être un peu plus pessimiste que Jean-Louis sur cette chose-là, parce qu'on a, voilà, on a eu beaucoup d'espoirs déçus, on a eu beaucoup d'espoirs rincés, il y avait une possibilité avec Gaia X qui pouvait profiler un petit peu vers la souveraineté européenne. Et quand on voit finalement les derniers entrants, on s'aperçoit qu'on est plus dans un catalogue d'offres mondiales finalement, puisque tous les grands acteurs chinois font partie de Gaia X aujourd'hui, tous les grands acteurs américains aussi, des sociétés comme Palantir sont rentrées aussi. Et quand Palantir nous explique que Palantir va aider à œuvrer pour la souveraineté numérique européenne et française, on peut avoir aussi quelques doutes sur la convergence des objectifs de chacun. Donc voilà, ça c'est un exemple. Il y a d'autres exemples, notamment en robotique aussi, où notamment en plus en robotique de défense, où tous les projets franco-allemands de défense, notamment sur le SCAF et autres, ne fonctionnent pas très bien, pour tout dire. Donc, on peut être un peu pessimiste. On peut aussi retourner la chose en disant, finalement, ça va obliger la France à se prendre en main et puis à monter au créneau seul quand il le faut, ou parfois sous forme de projet avec l'Allemagne ou avec d'autres pays européens. Mais aujourd'hui, il y a trop d'intérêts divergents, notamment entre la France et l'Allemagne, pour arriver à des solutions de cloud européen souverain. On le voit, les intérêts ne sont pas convergents. Les Allemands sont beaucoup plus ouverts à des solutions américaines, n'ont pas la même conception du tout, pas la même géométrie finalement de la souveraineté que ce que nous, Français, on peut avoir. Et cette différence-là, elle existe sur tous les projets, y compris les projets de défense, y compris en robotique, y compris sur l'IA. Donc on voit qu'il y a il y a une ligne de fracture qui est grosso modo entre l'Europe du Nord et les pays du sud de l'Europe. On le voit sur les derniers sondages, hein, où finalement les pays du sud de l'Europe, l'Espagne, le Portugal, l'Italie, la France sont assez alignés pour créer des choses de souveraineté, alors que les pays qui sont au-delà de l'Allemagne, eux, ont plutôt une vision américanisée de cette souveraineté. Ça pose un vrai problème aujourd'hui. Alors, ça veut dire qu'il faut que la France aille vers ces sujets-là. Il ne faut pas qu'elle soit bridée. Il ne faut pas qu'elle compte trop sur l'Europe pour construire sa propre souveraineté. On a été capable de le faire dans les années 70-80 au moment des grands projets industriels. Aujourd'hui, on est capable de le faire aussi, que ce soit en IA, que ce soit en data, que ce soit en robotique. Tu parlais de la robotique tout à l'heure. Voilà, la France montre qu'on a des gens on a des acteurs industriels qui sont dans le top 2 ou 3 de la robotique mondiale aujourd'hui. On le sait peu, mais sur les drones aériens, par exemple, on a Parrot, hein, qui est un groupe français, qui est numéro 2 mondial des drones aériens derrière le chinois DJI, mais devant les acteurs américains. Donc ça montre qu'on peut être dans le top 2 d'un grand domaine industriel. Tu parlais de Shark Robotics aujourd'hui, une petite société de La Rochelle, 40 personnes, qui en 4 ans a atteint le top 2 européen, qui est leader français de la robotique terrestre,
qui a atteint le top 10 mondial de la robotique terrestre. Et sur les robots pompiers, ils sont numéro 1 mondiaux. Pourtant, ils n'ont jamais été aidés, jamais, ils n'ont eu aucune subvention, personne ne s'est occupé d'eux. Ils sont nés comme ça. C'est une société qui a 60 brevets aujourd'hui, qui discute d'égal à égal avec les grands patrons des GAFA et aux États-Unis et ailleurs. Et voilà, donc ça veut dire que c'est possible. En IA, c'est pareil. Hein, on a une école d'intelligence artificielle française qui est de très haut niveau, puisque tous nos chercheurs sont sollicités, que ce soit aux États-Unis ou en Chine. Donc, on a quand même beaucoup d'ingrédients sur la table pour être capable de compter. Si on va vers une structure, une grande filière de la robotique française, c'est un projet qui n'est pas complètement ahuri, qui n'est pas dans les étoiles. C'est quelque chose où sur la table, on a des arguments pour pousser un projet comme ça. Et on a déjà des champions. Donc après, il faut essayer de fédérer les efforts, il faut essayer de construire. Pour le cloud, c'est exactement pareil. Donc je suis à la fois pessimiste sur ce qui se passe en ce moment, mais aussi optimiste parce que je me dis qu'on a quand même les capacités, quand certains chroniqueurs qu'on connaît bien, Luc et moi, sont toujours dans le négatif, dans le pathos, en disant on a perdu les batailles, on a perdu la bataille de l'IA, perdu la bataille. Tu vois de qui je parle? Oui, tout à fait. Je pense qu'il se trompe. Je lui ai déjà dit plusieurs fois, je pense qu'il se trompe. Il se trompe sur plein de sujets. On a peut-être perdu des batailles, mais on n'a pas perdu la guerre, en tous les cas, de la souveraineté. Très bien, écoute, parfait. Il me reste plus, je vois qu'on est pile à 1 heure. On a démarré avec 5-6 minutes de retard. On est juste dans les temps. En tout cas, merci, messieurs, là, pour vos commentaires de très grande qualité. Merci à tout le monde. J'espère que ça sera enrichissant pour vous tous. Je pense qu'on fera d'autres webinaires un peu thématiques comme ça pour essayer de penser à l'avenir. Merci et bon appétit à tous.